à ce moment-là, quand j'arrive à 30 mètres du square, il y a un type qui se lève de son banc et qui commence à se ruer sur les poussettes avec un couteau dans la main et qui commence à planter les bébés. Puis après, l'action, c'est « Mais Henri, c'est quoi être courageux ?» Tu vois, mais en fait, être courageux, c'est d'abord être fidèle aux petites choses du quotidien, parce que c'est uniquement parce que tu es fidèle aux petites choses du quotidien que tu nourris en toi des dispositions à agir en grand. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vous connaissez mon invité d'aujourd'hui, il adore les cathédrales. C'est une personne qu'on qualifie de héros, le fameux héros au sac à dos. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir dans cet entretien Henri Dansemeln. Salut Henri. Bon, on va pas se mentir, manger sain, manger équilibré avec des doses propres, tout en ayant une vie relativement active et complète, c'est à peu près aussi réaliste que de dire « Alors ce soir, je ne me mate qu'un épisode ». Non, il n'y en aura pas deux, il n'y en a qu'un. Ça n'existe pas. Et c'est là que Prep My Meal débarque. Prep My Meal te sauve du combo riz ketchup ou des nouilles instantanées, chicken curry piquant, voire pire, de commander en ligne. Alors oui, c'est congelé, mais dans cette boîte, dans ce repas Prep My Meal, se cache un repas 100% naturel, bourré de protéines et sans additifs. Et sans que tu tapes la corvée de cuisine. Le rêve de tout flemmard comme moi. C'est très simple, tu ouvres, tu chauffes, tu manges, voilà. Pas de découpe d'oignons qui te font chialer, pas de poêle à laver, juste toi, ton micro-ondes et un repas qui t'aide à atteindre tes objectifs sportifs sans sacrifier ta dignité culinaire. Et comme je suis quelqu'un de foncièrement généreux, tu le sais, je t'offre 10% de réduction avec le code Georges. Tu as juste à l'entrer sur le site Prep My Meal et paf, tu économises pendant que je continue à galérer à faire mes squats. J'ai testé et franchement, Prep My Meal, c'est bon, c'est vraiment bon. Je vous recommande le Burger Bowl, très sympa et parfaitement adapté à mes besoins nutritifs. Même mon estomac difficile de français moyen qui rejette tout ce qui n'est pas pizza ou pâte au fromage, à valider. Et honnêtement, avoir un repas prêt en 3 minutes qui respecte tes objectifs, c'est quand même très lourd. C'est quand même du lourd. Petit scoop, les repas XL sont dispo en Suisse. On salue nos frères, nos confrères helvétiques. Et seront très bientôt dispo en France, en Belgique et au Luxembourg. Patience, c'est dans les tuyaux. Prep My Meal, c'est aussi des milliers d'avis positifs sur Trustpilot, un service client toujours dispo et une garantie de remboursement de 30 jours si t'es pas convaincu. Le lien est en description. Clique, commande et surtout n'oublie pas le code Georges. Avec ce code, tu as 10% de réduction sur tout le site. Et ça, c'est bien plus satisfaisant qu'un curl biceps bien propre. Et nous, on continue sur l'entretien. Salut Georges. Ça va, tu vas bien? On sent carrément ça là-bas. J'aime beaucoup. Non, j'aime beaucoup. C'est très cool. Ça va et toi? Oui, merci de me recevoir. Ben non, merci à toi d'accepter de venir sur ma chaîne. Alors, je sais pas si tu as déjà vu des entretiens sur ma chaîne. C'est une grande discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Et c'est la première fois, je crois, que j'ai une discussion avec un jeune catholique. Ok. Donc ça me fait super plaisir parce qu'on va aborder là-dedans. Après, il y en a peut-être qui se cachent. Mais... Il y en a qui se cachent, ça c'est sûr, mais ça me fait plaisir en fait parce que tu as un parcours qui est assez, qui est évidemment particulier, qui va être marqué par ce qui s'est passé à Annecy. Mais en fait, on en parlait tout à l'heure hors antenne, ce qui s'est passé à Annecy, c'est dans un cadre plus large de ton pèlerinage que tu as fait sur les cathédrales de France. Alors déjà, est-ce que tu peux présenter un peu ce pèlerinage? Pourquoi tu choisis d'aller à la rencontre des cathédrales de France? Alors c'est un vieux rêve, c'est un rêve que j'avais depuis le collège au moins, je pense. Ouais. Je me souviens très bien en parler déjà. Pardon. Je me souviens très bien. Excuse-moi. Action. Je me souviens très bien en parler déjà avec mes parents à l'époque et au départ je voulais faire à cheval tout ça. Okay. Mais donc c'est vraiment une intuition d'enfance. Ok. Vraiment plus au départ c'est vraiment une démarche d'aventure. Je veux voyager à travers la France, je veux découvrir mon pays et ayant à peu près suivi mes cours d'histoire, je savais qu'en France on avait beaucoup de cathédrales qui étaient uniformément réparties sur le territoire. Donc pour moi c'était un prétexte parfait pour partir à l'aventure, visiter mon pays, etc. Mais l'origine, c'est vraiment une démarche d'aventure. Puis après, en grandissant, et puis surtout en étant confronté à l'incendie Notre-Dame de Paris, et je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. On en reparlera totalement, oui. Mais confronté à l'incendie Notre-Dame de Paris, je me dis, en fait, cette démarche d'aventure, en réalité, il y a plus que ça, et il faut que j'aille chercher plus que ça. Okay. Du coup, j'ai voulu rendre un hommage à Notre-Dame de Paris, mais aussi à toutes les autres cathédrales de France, parce qu'il y en a beaucoup qui sont aussi belles, voire plus belles que Notre-Dame de Paris, aussi symboliques, voire plus symboliques que Notre-Dame de Paris. Et puis à la fin, c'est aussi et surtout une démarche de transmission.
En D'accord. fait, je savais que j'allais vivre une grande aventure à travers la France, que j'allais découvrir des choses extraordinaires. Et dès le départ, je me suis dit, en fait, je fais pas ça que pour moi. Je fais ça pour transmettre ce que je vais découvrir, ce que j'ai au fond du cœur, aux autres. Ok. C'est pour ça que je me suis lancé sur les réseaux sociaux. Et ça a pris super bien dès le début. Tu vois, en Ouais. 2 mois et demi, j'étais à 12 000 abonnés sur Insta. Donc en fait, Donc, c'est- tu t'es rendu compte qu'il y avait une attente, quelque part, de ce genre de travail. Ouais, alors moi, je suis un mec, tu sais, dans la famille, on réfléchit comme des cavaliers. D'accord. Tu fonces, tu réfléchis après. Ok. Moi, j'ai une intuition, je fonce, Ouais. et après, je réfléchis à posteriori à ce que ça pouvait bien pouvoir dire. C'est un peu comme ça que c'est passé pour Ok. Tour de France des cathédrales. J'y suis allé parce que j'avais une envie profonde au fond du cœur de le faire. Et puis, au fur et à mesure, en le faisant, j'ai effectivement découvert un message, j'ai effectivement découvert un impact auprès du public. Ouais. Mais ça, c'est venu au fur et à mesure. Vraiment, au début, je le fais parce que c'est un cri du cœur. Ok. Voilà. Et en fait, tout ça, ça part aussi de ton rapport à la foi. Enfin, comme je disais tout à l'heure, tu es Oui. catholique. Dans la vie de tous les jours, comment ça s'incarne cette foi? Alors, c'est effectivement, tu as raison de le souligner. Je pense qu'il y a quand même une bonne partie de ma démarche qui tient du pèlerinage, Ouais. de la longue tradition des pèlerinages en France. Ouais. Et alors, le pèlerinage des cathédrales n'existe pas en tant que tel, mais c'est un peu un truc que j'ai inventé à ma sauce. Mais Ouais. Non, mais c'est il existe plein de pèlerinages C'est beau. qui nous font aller de cathédrale en cathédrale en France, mais pas un truc sur 9 mois comme moi je l'ai Ouais. fait pour visiter toutes les cathédrales. Mais ouais, moi je suis tombé dans la potion magique quand j'étais petit. ok. Je suis vraiment issu d'une d'une famille, famille catholique. catholique, depuis toujours catholique. J'ai grandi avec la messe dite traditionnelle. Alors je me définis aujourd'hui un peu plus comme tradismatique pour ceux qui savent ce que ça veut dire, donc à la fois tradi, à la fois charismatique. Ok. Donc si tu veux, j'ai toujours eu ça au fond de moi, d'abord comme quelque chose de reçu. C'est-à-dire qu'en fait, je suis éduqué à avoir la foi. Donc mes parents me transmettent cette idée d'une transcendance, cette idée d'un Dieu qui nous aime, à qui il faut donner des preuves d'amour aussi, etc. Mais j'ai eu cette chance-là, c'est que je suis vite passé d'une foi reçue à une foi acquise. Sans jamais la questionner. Si, Ouais. justement. Mais ça s'est passé assez vite, assez bien, Ok. et sans grosse remise en question. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'était vers la fin du lycée. Ouais. Donc mi-lycée, fin lycée. Donc oui, au bout d'un moment, tu fais bon, bah en fait, finalement, pourquoi j'ai la messe tous les dimanches? Pourquoi j'ai des copains qui y vont? Qu'est-ce que je fais au scout? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc en fait, tu réfléchis, je réfléchis. Et puis en fait, j'ai eu cette chance-là, mais là, on touche au domaine de l'intime et c'est toujours difficile à exprimer. Mais en fait, un jour où j'étais en retraite d'ailleurs chez des religieux, en prière dans la chapelle, et puis tu sais, tu réfléchis à. Parce que la question de la foi, c'est la question de la personnalité tout entière. C'est derrière ta foi, c'est qui tu es, quelle est mon identité, à quoi je sers, qu'est-ce que je vais faire. Et tu sais, t'es à la fin du lycée, tu te poses la question quel va être mon choix d'études, Bien sûr. moi je savais pas du tout ce que je voulais faire. Du coup, j'étais en mode Mm. dans la prière, t'es en mode je suis un peu paumé. Où est-ce que je vais, qui je suis, qu'est-ce que je fais. Et en fait, j'ai ressenti ce jour-là une présence très forte intérieure de quelqu'un qui m'aimait. Et surtout de quelqu'un qui m'appelait à quelque chose. Et donc en fait, j'ai eu dans le même moment la conviction que 1, j'étais aimé, et 2, que cette personne qui m'aimait, donc Dieu, Jésus-Christ, m'appelait à quelque chose d'assez concret sur Terre et qui serait le chemin qui me rendrait heureux. Et j'en ai eu l'intime conviction, persuasion sur le moment direct. Ça a été une grande joie. D'un coup, une explosion de plein de trucs. Tu as certainement vécu la même chose aussi dans ta vie, parce que tu me disais tout à l'heure que toi aussi, tu avais la foi. Ouais. Mais c'est surtout, en fait, on se sent empli d'une certaine vérité. En fait, Ouais. c'est des réponses à des questions qu'on n'a jamais véritablement réussi à poser. Et en fait, quand tu reçois ça, et au départ, tu comprends pas, c'est assez difficile à exprimer. Ouais, bien sûr. Parce que tu comprends pas trop, mais en fait, donc, au fur et à mesure, après, tu vas coucher. Donc, moi, mon premier réflexe, c'est de coucher sur le papier. Ok. Quand j'ai un peu donc je couche sur le papier, je réfléchis, donc et puis au fur et à mesure, des mois plus tard, j'arrivais à un certain nombre de petits trucs écrits, et puis donc je fais des liens, et puis après donc je vois aussi où est-ce que j'en suis dans ma vie, par rapport à mes amis, par rapport à ma famille, ce que j'aime pas, les projets que j'ai dans la tête, et en fait je comprends qu'en fait ou non tout s'aligne, et qu'en fait effectivement je suis appelé à faire quelque chose, et donc ce qu'on appelle notre vocation particulière. Et donc ma foi tient de ça aussi. Donc à la fois d'une conviction d'être profondément aimé, d'une rationalité, parce que j'ai fait des études de philo aussi derrière, justement parce que suite à cette expérience-là, j'ai voulu ancrer ma foi
dans quelque chose, dans la longue tradition philosophique et spirituelle de l'Occident chrétien. Donc à travers Saint Thomas d'Aquin, et en effet, donc j'ai fait l'IPC à Paris, Institut de philosophie comparée, qui se revendique d'une philosophie dite réaliste, donc issue de Saint Thomas d'Aquin, mais il n'y a pas que lui, il y en a plein d'autres, il y a Saint Augustin et puis il y a tous les modernes qui sont venus après. Mais donc j'ai voulu réancrer ma foi dans aussi une démarche rationnelle, dans une démarche en fait de faire les liens et de voir que tout est compatible et que tout s'agence correctement et qu'en fait c'est extraordinaire et qu'après tu contemples des vérités qui sont à la fois spirituelles mais aussi intellectuelles et qui vont ensemble et qui sont logiques et là tu arrives dans des choses extraordinaires et donc tu vois foi, rationalité et puis après une démarche aussi d'aventure et d'esthétique. Et là, c'est mon tour de France des cathédrales. Ok. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et comment tu prends conscience que tu dois le faire, ce tour du monde, enfin ce tour de France, pardon, des cathédrales. Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, ok, c'est ça en fait qu'il faut que je fasse ? En fait, non, j'ai toujours eu la profonde conviction qu'il fallait que je le fasse. Ouais. Le truc, c'est quand est-ce que je fais ? C'est ça. Et à quel moment je suis suffisamment courageux pour partir le faire ? Parce que c'est au moins c'est 9 mois, je crois. Ou un peu. Ouais, 9 mois. Ouais. C'est 9 mois, donc en Ouais. fait, tu mets en pause ta vie pendant 9 mois. Donc ça doit être un peu inquiétant pour les parents, pour les Oh proches. là là, m'en parle pas, ouais. Tu vois ? Non, mais moi, je suis père et mon fils me dit que faire le tour de France des cathédrales, je suis un peu inquiet. Parce que c'est toute une logistique, c'est où est-ce que tu dors, où est-ce que tu manges, il y a des mecs bizarres sur la route, tu vois, on n'est pas au Moyen-Âge, mais en fait, c'est assez inquiétant. Comment tu rassures tes proches sur ce projet ? Elle est trop bien ta question parce que mon père a super mal réagi. C'est vrai ? Au départ. En tout cas, sur le coup, après, j'ai pas été très malin, je reconnais. Ouais. Je leur ai annoncé 3 semaines avant de partir. D'accord. Je leur ai dit, au fait, j'ai un projet qui me traîne dans la tête depuis des années. Je pars dans 3 semaines faire le tour de France des cathédrales pendant 9 mois. On va pas se voir pendant 9 mois et on va pas se parler pendant 9 mois. Mes parents qui font. Ouais. Ah oui, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qui lui passe par la tête à lui, tu vois ? Donc mon père a dit, mais non, en fait, qu'est-ce que c'est que ça ? T'as pas un projet un peu plus sérieux pour ta vie ? Tu viens de terminer tes études. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, j'avais terminé mes études, donc je ne devais plus rien à personne. Et je suis parti vraiment en ayant terminé mes études parce que justement, je voulais aussi avoir la conscience tranquille vis-à-vis de mes parents. Ok. Donc tu vois, me leur dire, bon, certes, je savais qu'ils ne seraient pas contents, en tout cas au départ, mais j'ai plus rien à leur prouver, ni je leur dois plus rien. Ok. Parce que voilà, j'ai terminé les études, j'ai entre guillemets signé le contrat. Ouais. Et t'as rempli ton devoir d'enfant. Ouais, rempli le contrat, exactement. Ok. Et j'ai mon bac plus 5. Ok. Et voilà. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que donc, mes parents, oui, ont un peu paniqué au départ, mais ils m'ont tout de suite. En fait, ce qui est génial, c'est que je suis aussi fils de mes parents. Oui. Donc, si ils savent en fait ce que je pense, ils savent là où je veux aller. En tout cas, même si je leur ai jamais, ou en tout cas pas à ce moment-là, véritablement manifesté expressément ce que j'avais au fond du cœur et là où j'avais envie d'aller, ils l'avaient compris, ils l'avaient deviné. Ok. Et donc en fait, ils m'ont quand même tout de suite soutenu après. Ouais. Et ça, je leur serais reconnaissant à fond. Et encore aujourd'hui, même dans mes projets aujourd'hui d'influence, d'entrepreneuriat et tout ça, même si je pense qu'ils comprennent pas tout, ils me soutiennent à fond. Ouais. Et ça, je leur serais toujours reconnaissant à mort. Ouais. Donc en fait, là, alors il y a une expression en vieux français, on dit tu es jeté sur les routes. Oui. Tu es jeté sur les routes de France pour aller visiter les cathédrales. Quand on fait de la rando ou quand on fait un pèlerinage, ce qui est le plus important, c'est la première semaine, en fait. J'ai l'impression, en tout cas, de ce que quand je parle à des pèlerins ou quand je parle à des mecs qui font de la rando, ils me disent première semaine parce que c'est la première semaine où tu es vraiment confronté à la solitude. Après, derrière, tu deviens une bonne compagnie pour toi-même, mais la première semaine. Est-ce que tu as ressenti, à un moment donné, le projet est beau, mais franchement, je peux pas. Ça me fait chier, je suis trop seul, je suis trop... ma famille me manque, mes amis me manquent. Oui. Et comment tu tiens dans ces cas-là ? Non mais t'as raison, c'est vrai que quand tu pars, t'es un peu inconscient. En tout cas, Ouais. tu te poses pas tout ce genre de questions parce que sinon tu pars jamais. Donc ouais, moi il y a une sorte d'inconscience quand je suis parti et de fait, il y a eu des moments extrêmement difficiles où tu remets tout en question. Bien évidemment. Mais justement, c'est là où tu te testes vraiment Bien sûr. et où tu recouches sur le papier, tu remets à chaque fois. Donc en fait, tu te réappropries ton projet à chaque fois. Ouais. Alors même que t'es en plein milieu, il faut te le réapproprier, te redire en fait si ça a du sens, je crois en ce projet, je crois en ce que je fais et j'y retourne. Donc oui, alors moi il m'a fallu 2 semaines et demie pour vraiment rentrer complètement dans la démarche. Tu sais, en fait c'est le temps que ton cerveau se calme,
que tu arrêtes de ressasser tous les trucs du quotidien, que tu vraiment fixes tes yeux sur l'horizon, que tu sortes de la temporalité des gens, de la vie quotidienne en fait, tu vois, que tu te mettes un peu au-dessus, que ton corps aussi attrape le rythme de vie de la nature, tu vois. Au bout de 2 semaines, 2 semaines et demie, tu te couches avec le soleil, tu te lèves avec le soleil, tu vois. Ah, ok. Et donc tout ça, et aussi que ton corps prenne le rythme de la fatigue, effectivement, quand tu es parti pour 9 mois d'aventure, d'itinérance, les 2 premiers mois et demi, je les ai fait complètement à pied. Donc en moyenne, c'est 20 à 25 km par jour. Il y a des jours à 35 et des jours à 15, mais la moyenne, c'est 20-25. Et donc ouais, ton corps doit s'habituer. Donc pour moi, il m'a fallu 2 à 2 semaines et demie. Et puis plusieurs moments où dans l'aventure, il y a eu des grosses remises en question. Il y a eu Annecy, mais avant ça, il y en a eu au moins 2 ou 3 autres qui ont été même, je pense, plus fondamentales qu'Annecy. C'est vrai ? Ouais, Pourquoi ? Parce que j'étais pas connu. Ouais. Tu sais, en fait, on en reviendra sur Annecy, mais Annecy, ça a été le point de bascule de mon aventure. Okay. Il y a eu 2 mois et demi avant, Annecy, 6 mois. Ouais. Mais les 6 mois sont passés beaucoup plus rapidement que les 2 mois et demi avant, en tout cas pour moi. Parce que là, j'étais vraiment dans la démarche complètement à pied, complètement inconnu au bataillon, à ne pas avoir l'engouement derrière, tu vois. En tout cas, pas au point où ça viendra après Annecy. Ouais. Et le support effectif des gens, la sollicitation qui vient naturellement vers toi, le fait de ne pas être attendu, le fait de réexpliquer tous les soirs ta démarche, tous les soirs on te prend pour un fou, tous les soirs tu dois redemander, machin, être logé, etc. Et donc il y a des moments, et puis en fait aussi le corps. Ouais, le corps qui lâche. Le corps qui lâche. Moi j'ai eu des grosses douleurs au genou droit, à tel point que maintenant j'ai complètement remis en question le fait de marcher. Ouais. Tu vois, de faire mon aventure en marchant. Okay. Et je me souviens d'un moment, c'était dans les Alpes, c'était pas très loin de Gap, à Embrun. J'ai été accueilli chez un curé extraordinaire, que je salue d'ailleurs s'il nous écoute. Et en fait, qui m'a fait comprendre, en fait, Henri, juste sois miséricordieux avec ton corps, tu vois. Sois miséricordieux avec toi-même. Qu'est-ce qui compte le plus ? Est-ce que ce qui compte, c'est la forme de ta démarche ou le fond de ta démarche ? Bon, peut-être lâche du grappe sur la forme pour continuer à rester focalisé sur le fond. Tu vois, sur ton désir profond d'aller à la rencontre de la France, des cathédrales et de transmettre leur message. Ouais. L'aventure, t'en as une bonne dose. La marche, t'en as une bonne dose. Voilà. Lâche du lest, tu vois. Ouais. Et donc, c'est dans ces moments-là où tu prends 3 jours, 5 jours, tu te poses, tu dors. Et moi, je recouche sur le papier. Ok, qu'est-ce que je veux vraiment, etc. Et je me souviens à l'époque avoir fait des posts Instagram où je réexpliquais ça. Tu sais, je faisais un peu un état des lieux de ma mentalité, de tout ça sur Instagram, mais en fait, c'était les posts qui marchaient le mieux, où j'ai le plus d'engouement, où les gens me soutenaient le plus. C'était vraiment ça, au moment où je disais, en fait, voilà, là, je souffre, là, c'est mes questions, mais je reprends cette décision et je me raccroche à ça. Et en fait, au fur et à mesure, et c'est ça, mais tu as dû faire cette expérience aussi si tu as fait les chemins de Saint-Jacques, c'est l'expérience purifiante de la route. Au fur et à mesure, plus tu es confronté aux difficultés, plus tu es confronté aux épreuves, plus tu vas loin dans la démarche, plus tu te purifies, et plus tu t'allèges et tu restes uniquement avec l'essentiel. Ce qui te tient vraiment à cœur, tu vois. Et puis en fait, petit aparté, moi c'est ce qui m'a beaucoup marqué dans Saint-Jacques et même dans les randonnées que j'ai faites, c'est l'expérience de la véritable solitude. Oui, aussi, oui. Qui est une vérité qui est purifiante. C'est-à-dire que tu es tout seul et tu as le temps d'être tout seul. T'es pas tout seul entre 2 moments où il y a du monde, c'est que tu seras tout seul. Tu vas faire une journée tout seul, tu vas voir peut-être 1 ou 2 personnes à qui tu vas dire bonjour. Et du coup, tu as le temps de te créer une bonne compagnie parce qu'en fait, on a un peu de mal à être seul avec soi dans le monde moderne, j'ai l'impression. Et en fait, marcher tout seul te permet de te questionner sur toi, peut-être d'apprendre à te découvrir et finalement d'être un bon ami, quoi. Et de te traiter comme un bon ami. Donc ne pas être trop dur avec toi, ne pas être trop tendre non plus. En fait, te traiter avec toute l'indulgence et la vérité que tu le ferais sur un bon ami, quoi. Complètement. Mais tu sais, il y a ce phénomène, c'est des études où tu es tout le temps avec des bandes de potes. Moi, je suis le genre de mec à multiplier les groupes d'amis, à en avoir partout. Et à vouloir aller de l'un à l'autre, avoir tout le temps tous mes potes partout, tout le temps. Et en fait, au bout d'un moment, la solitude, j'en avais plus. Et effectivement, je pense que là, c'est peut-être là où j'ai le plus changé entre avant et après mon tour de France des cathédrales, c'est le fait que aujourd'hui, je n'ai plus aucun problème à me retrouver seul avec moi-même pendant plusieurs jours d'affilée.
tu vois. Pas de pression sociale. Ouais. Et t'es plus en train de papillonner, t'es plus en train de quémander l'attention des autres. Tu vois, l'attention de tes potes, l'attention des gens autour de toi. Pas du tout. Ouais. En fait, et ça, c'est une vraie expérience délivrante. Ouais, je pense aussi. Ouais. J'ai une dernière question sur les cathédrales, et après on va passer sur ce qui s'est passé à Annecy. Si tu devais retenir, c'est horrible à dire, hein, si tu devais retenir une seule cathédrale qui t'a vraiment marqué, Dans mon Tour de France, ouais, ce serait laquelle? c'est hyper dur. C'est hyper dur parce que en fait, elles disent toutes quelque chose. Elles disent toutes quelque chose de différent. Et à chaque fois, j'y découvre quelque chose de différent. Et en fait, peut-être que même à un moment, notamment dans le sud de la France, où en fait, tu peux voir une cathédrale par jour en voyageant à pied, tellement il y en a. Ouais. Et en fait, au bout d'un moment, tu peux vite te lasser. Et moi, j'ai senti la lassitude venir. Et en fait, c'est dans ce moment-là, je me suis dit non, accroche-toi, du coup, creuse. Creuse et va chercher justement le truc qui fait que cette cathédrale est vraiment différente de l'autre. Et là où elle te parle, et là où tu vas trouver quelque chose d'autre, tu vois. Et donc, c'est hyper dur à répondre à ta question. Mais je vais quand même essayer d'y répondre. Je vais t'en donner 2, si ça te dérange pas. Pas de souci. Je vais te dire la cathédrale d'Albi. Parce que c'est certainement une des plus belles cathédrales de France, si ce n'est la plus belle cathédrale de France. De l'extérieur, elle ne ressemble à pas grand-chose. On dirait un gros bateau ou un gros silo en briques rouges, tu vois. Une espèce de forteresse militaire hyper agressive d'un seul bloc, etc. Tu rentres à l'intérieur, c'est une pure merveille de gothique occitan, remasterisé à l'italienne, avec le génie français des sculptures, le génie italien des peintures, et le génie occitan de faites gaffe les cathares parce que parce qu'en fait parce que le catholicisme est puissant et on est en train de réaffirmer notre puissance, tu vois. Donc il y a tout ce mix de ça et tu rentres. Moi j'étais en tension nerveuse quand je suis entré dans la cathédrale, quoi. Tellement c'est beau, tu te prends une claque mais magistrale. Donc pour ça, parce que pour moi elle symbolise quelque chose d'esthétique, notre Sainte-Cécile d'Albi, de très puissant. La deuxième cathédrale dont j'ai envie de te parler, c'est Notre-Dame de Reims. Peut-être que pour moi, c'est la cathédrale qui incarne le mieux un certain esprit français. Alors, il faut que j'explique ce que je veux dire par là, parce que sinon, on va me prendre pour un taré. Mais de plusieurs manières. La première, c'est que c'est la cathédrale des sacres. Donc c'est la cathédrale où l'immense majorité de nos rois sont venus, entre guillemets, récupérer leur pouvoir d'en haut, ou en tout cas comme il était envisagé dans la monarchie de droit divin. Donc c'est le sacre, donc c'est Dieu qui se choisit un lieu tenant en France pour gérer les affaires temporelles. Et le sacre qui fait aussi du roi de France le chef temporel de toute la chrétienté. Il est dans la mentalité du Moyen-Âge, en tout cas c'est ça ce que ça veut dire, le sacre du roi de France, dans la mentalité du Moyen-Âge, il est presque l'alter ego du pape, le roi de France. Et c'est le seul. Et d'ailleurs, il a pression sur tous les autres souverains d'Europe par son sacre. Et le roi de France est le seul roi à être sacré. Les autres souverains d'Europe sont couronnés. D'accord. Alors, peut-être que les Habsbourg, certains rois ou empereurs de Habsbourg sont aussi sacrés, à vérifier. Mais il faut que je ne veux pas dire de bêtises par rapport à ça. Mais, donc il y a ça, donc il y a cette dimension de cette transcendance du pouvoir politique comme on l'a envisagé pendant 1500 ans en France. C'est à l'endroit exact du baptistère de Clovis, donc en fait l'endroit où la France est née, c'est-à-dire l'alliance par le baptême, c'est-à-dire par le spirituel, du peuple des Francs germaniques et du peuple gallo-romain. Donc en fait, l'alliance de la puissance militaire avec la puissance spirituelle, les gallo-romains et tous les évêques, et la puissance militaire, c'est-à-dire les Francs et le peuple germanique que représentait Clovis. L'alliance des deux qui a fait que la nation française est née et qu'ils ont pu l'évêque Rémy, je crois, c'est ça. Quoi ? L'évêque Rémy, celui qui baptise. Oui, l'évêque Rémy qui baptise. En fait, l'évêque Rémy, c'est un move politique ce qu'il fait en faisant baptiser Clovis. Tu vois. En fait, il dit à Clovis, il vient le voir et il lui dit, écoute, moi je te propose d'être à la tête d'un royaume, d'être même le représentant de l'empereur romain en Occident, parce qu'à l'époque l'empire romain d'Occident était mort, mais pas seul l'empire romain d'Orient. Mais pour ça, il faut que tu t'allies avec les Gallo-Romains, et pour t'allier avec les Gallo-Romains, il faut que tu te fasses baptiser. Ouais. Et donc, si tu veux, on peut voir aussi l'histoire à travers ça, mais c'est le baptême de Clovis est objectivement le lieu de la naissance de la France. Et c'est à l'endroit exact de la cathédrale. Ok.
Et Ah, j'y donc- suis allé, et j'y ai accédé. C'est une zone de fouille qui est juste en dessous de la cathédrale, et tu peux aller toucher Ouais. les pierres du baptistère de Clovis. C'est des vieilles thermes romaines. Et malheureusement, elles sont pas accessibles au public, mais j'ai eu cette chance-là de pouvoir y aller. Donc, tu vois, il y a très incarné. Donc, le Sacre des Rois, le baptême de Clovis et la Première Guerre mondiale. L'ange au sourire sur la façade de la cathédrale de Reims. C'est le symbole de la résistance française face à l'envahisseur à l'époque allemand, qui font exprès d'envoyer des obus incendiaires sur la cathédrale pour démoraliser les Français. En fait, les Allemands savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils ont bombardé la ville de Reims et ils ont fait exprès de viser la cathédrale avec des obus incendiaires pour détruire le symbole français de l'autorité française spirituelle et temporelle. Tu vois ? Sauf qu'il y a un fameux ange sur la façade de la cathédrale, sur le côté nord, donc gauche quand tu regardes la façade, qui a un peu une tête penchée, un ange un peu mystérieux parce qu'il a une tête penchée avec un sourire énigmatique comme ça. Et ce qui est un peu une anomalie dans la statuaire du Moyen-Âge, parce Bien sûr. qu'on a plutôt l'impression d'avoir des trucs un peu sévères. Et en fait, il a été décapité, je crois, si je dis pas de bêtises, et il a été refait et il a été érigé comme un symbole de résistance face aux Allemands. Et en fait, ça a été un élément de propagande énorme pendant la Première Guerre mondiale pour dire la France va pas se laisser faire par les Allemands. Tu vois, ils ont beau décapiter notre ange au sourire sur la cathédrale de Reims, on va se battre jusqu'au bout et on va reconstruire. Ouais, ça, c'est Tu beau. vois. Et donc c'est pour ça que la cathédrale de Reims me marque beaucoup. Euh, Je suis désolé, j'étais un peu Non, long, non, mais c'est super intéressant. On va passer en fait, c'est un peu paradoxal parce que du coup, c'est au bout de 2 mois de pèlerinage, il t'arrive une histoire qui fait que les gens te connaissent et je pense que les gens ont cliqué sur la miniature en partie pour ça. C'est que tu deviens, on reviendra sur le concept de héros au sac à dos, tu deviens le héros au sac à dos. Donc le 8 juin, c'est ça, hein, 8 juin 2023. Ouais, oui, je viens 2023. Euh, 9h du matin. 9h du matin, tu es témoin, puis tu t'interposes d'une attaque d'enfants à Annecy. Est-ce que tu peux nous dire, alors sans doute que tu en as déjà beaucoup parlé, mais est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui se passe dans ton champ de vision quand tu vois ça? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, il y a ce qu'on peut dire en théorie dans ce genre de situation. Et il y a ce qu'on fait en pratique, l'adrénaline, la peur, parce que c'est aussi un sentiment très humain, la peur, beaucoup de gens auraient fui. Qu'est-ce que tu fais et, quelque part, qu'est-ce que les cathédrales t'ont aidé à faire à ce moment-là? En une question, tu me poses ouais, toute l'histoire là. Ok, je vais te la faire. Non mais c'est intéressant Ok, parce que... genre, je vais tout te raconter. Non mais c'est intéressant parce que on pourrait se dire, t'as été un héros à ce moment-là et tu nous expliques, bah oui, je me suis interposé et tout. Mais en fait, quand on a, et on l'a eu du coup depuis qu'on parle depuis tout à l'heure, quand on a le background, le contexte personnel et de ta démarche vis-à-vis de cathédrale, on comprend quelque part un peu mieux ce que tu as fait. Ouais, ok. Ouais, Ce geste effectivement. de résistance. Effectivement, ouais. Alors en fait, donc ce matin-là, j'étais à Annecy, je m'étais reposé pendant 2 ou 3 jours chez un oncle et une tante à Annecy. Donc c'était vraiment sur mon tour de France des cathédrales. Et je repartais en direction de la cathédrale pour la voir une dernière fois avant de partir, reprendre ma route et continuer à monter les Alpes. Et donc j'arrive, je sais pas si tu connais la ville d'Annecy. Très peu. Franchement, c'est un paradis sur terre. Cet Ouais. endroit. C'est une ville absolument magnifique, très bobo parce que c'est tous des frontaliers qui ont des belles situations, souvent en Suisse, et qui donc en fait c'est soit des ingénieurs, soit des financiers, soit des sportifs. D'accord. Tu vois. Ok. Ah oui. Et souvent ils sont les trois en même temps. Ok. Et il y a un lac qui est le plus pur d'Europe, Ok. magnifique lac bleu Caraïbe avec des montagnes enneigées au-dessus, etc. Et en plein milieu de cette ville, autour du lac, il y a un grand parc qu'on appelle le parc du Paquier. Et dans ce parc, il y a au milieu du parc un square, qui s'appelle, je crois, le square des pirates ou un truc comme ça, où les enfants jouent. Et où tous les Annéciens ont passé leur enfance, et ils connaissent tous ce parc par cœur. Et donc, en fait, je traverse le Paquier ce matin-là, et à ce moment-là, quand j'arrive à 30 mètres du square, il y a un type qui se lève de son banc, et qui commence à se ruer sur les poussettes avec un couteau dans la main et qui commence à planter les bébés. Moi, au départ, donc j'entends des cris, tu sais, tu relèves la tête, t'entends des cris, t'entends des parents qui paniquent.
Tu fais c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Il a un truc noir dans la main, tiens, on dirait un téléphone, on dirait qu'il a volé un téléphone, pas du tout. Puis après, tu regardes de près. Une demi-seconde plus tard, tu comprends qu'en fait, c'est pas du tout un téléphone qu'il a dans la main, mais c'est un couteau de 20 cm et qu'il est en train de planter toute une série de poussettes, machin, etc. Et les enfants sur les jeux, etc. Donc là, tu réalises ce qui se passe. Faut prendre une décision. Ah oui. Faut prendre une décision. Et dans ces moments-là, tu réfléchis pas beaucoup. On reste des animaux avec une volonté et une liberté. Donc, un acte de la volonté pour agir. On a de l'instinct, mais on n'est pas que de l'instinct. Bien sûr. Il faut une forme de volonté pour qu'on puisse agir. Et donc, il y a une fraction de seconde où il faut poser cette décision. La décision, elle est triple. Soit tu filmes, soit tu fuis, soit tu agis. Je pense profondément que la manière dont tu réagis dans ces moments-là dépend profondément de qui tu es à l'instant même. Et c'est impossible de savoir. C'est impossible de savoir. Si t'es père de famille et que t'as ton gosse à côté de toi, tu vas pas forcément aller au-devant du couteau et du danger. Tu vois, tu vas prendre ton enfant et tu vas essayer de le mettre en sécurité, ce qui est normal, logique, etc. Si t'es une dame sans enfant, machin, etc., mais que t'es pas non plus en mesure physique d'affronter le type, c'est normal que t'aies le réflexe de filmer. D'une certaine manière, pour apporter la preuve, tu vois, de ce qui est en train de se passer, pouvoir témoigner auprès des forces d'autorité. Et si t'es un gars comme moi, célib, plutôt jeune, même si je suis pas non plus une grosse baraque, mais d'ailleurs le mec était vraiment 2 fois plus baraque que moi. Mais voilà, donc en fait c'est ce que j'ai fait. J'ai pris mon sac qui était devant, et puis j'ai commencé à foncer sur le type en me disant je vais tenter un truc, tu vois. Bon, là, à ce moment-là, le cerveau débranche, tu passes en mode full instinct. D'ailleurs, je pourrais plus tellement te raconter ce qui s'est passé parce que c'est très flou dans ma tête, mais il s'avère que j'ai réussi à le faire fuir, j'ai réussi à l'écarter, à le faire fuir. Il a essayé de me planter, j'ai essayé de le frapper, on s'est tous les deux ratés. Ah. Mais donc j'ai réussi à l'éloigner des enfants, à le faire fuir jusqu'à ce qu'il se fasse maîtriser par la police, par un officier de gendarmerie en vacances qui était là et qui lui a sauté dessus. Et donc voilà. Mais de fait, dans tout ça, avant de passer en mode full instinct, il y a quand même un acte de la volonté. Et en fait, quand le lendemain matin, quand j'étais interrogé par les médias, et que la première question qu'on me pose, d'ailleurs je me souviens, c'était Pascal Praud, première interview que j'ai eue, Pascal Praud sur CNews, Henri, on vous appelle déjà le héros sac à dos, blablabla. Pourquoi vous avez réagi ? Et en fait, je me souviens avoir dit cette phrase, mais qui est « J'ai agi comme chaque Français devrait agir à partir du moment où il se nourrit de ce qu'il y a de plus grand et de plus beau. » Pourquoi je dis ça ? Donc, j'ai agi comme chaque Français devrait agir à partir du moment où il se nourrit de ce qu'il y a de plus grand et de plus haut. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde, ceux qui sont en mesure physique de le faire, devraient réagir de cette manière-là, mais que pour pouvoir réagir de cette manière-là, il faut avoir été nourri. Et c'est là où, en fait, je fais profondément le lien entre ce qui s'est passé à Annecy ce jour-là et toute ma démarche qui a englobé ce jour-là, c'est-à-dire mon Tour de France des cathédrales. Je suis convaincu et persuadé que j'étais en mesure de réagir ce matin-là parce que pendant 2 mois et demi avant, je me suis nourri de la beauté des paysages, de la générosité des Français, de l'accueil des Français qui m'ont accueilli chez eux, puisque ma démarche, je la faisais en mendicité, et de la beauté de notre héritage, de la beauté des cathédrales. Et c'est parce que j'ai été nourri de tout ça que sur le coup, le mal m'est devenu insupportable, tu vois. C'est parce que j'ai été nourri d'une certaine forme de grandeur que sur le coup, j'ai été naturellement poussé à agir sous une certaine forme de grandeur. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Très bien, ouais. Mais ça ne relève pas... Ça relève de moi, mais ça relève de la façon dont j'ai été éduqué et de la façon dont je me suis nourri. Tu vois ? Donc, il y a à la fois une forme d'acquis... Enfin, il y a à la fois une forme d'acquis par l'éducation, mais aussi une forme de comment je me suis construit moi à travers mes choix de vie, mes choix de nourriture intellectuelle, spirituelle, artistique, etc. pour être en mesure de poser l'acte de la volonté qui t'engage physiquement, tu vois. Ouais. Ça paraît un peu abstrait parce que je dis, non, mais c'est pas mieux l'expliquer que ça. C'est très concret, tu t'es nourri de ce que tu as vu pour proposer au monde un acte de résistance. Exactement. Ouais. Et en fait, tu vois, et du coup après la question c'est, mais Henri, c'est quoi être courageux ? Tu vois, mais en fait, être courageux, c'est d'abord
être fidèle aux petites choses du quotidien, parce que c'est uniquement parce que tu es fidèle aux petites choses du quotidien que tu nourris en toi des dispositions à agir en grand. Ouais, bien sûr. Et Tiens. toi qui es catholique, le christianisme fait la part belle évidemment à la providence. Comment tu as analysé ce qui t'est arrivé? Pourquoi, à ton avis, le Seigneur a voulu que tu sois là à ce moment-là? Pourquoi? Ouais. Waouh. C'est hyper. Je saurais pas te dire pourquoi. Pourquoi moi? Je sais pas. Pourquoi moi d'ailleurs? Oui, je suis catholique. Oui, je crois en la providence. Je pense qu'effectivement, le Seigneur choisit ses soldats. C'est un peu étrange dit comme ça. Je voudrais pas du tout qu'on le prenne comme une forme d'orgueil ou quoi que ce soit. Non, C'est pas bien vrai. sûr. Mais je suis persuadé que le Christ choisit ses soldats en fonction du moment. S'il m'a mis là à ce moment-là, il y avait peut-être une raison qu'on ne maîtrise pas, que je maîtrise pas encore, que peut-être que je saurai plus tard ou jamais. Hein. Mais en tout cas, ce que je me suis dit, c'est que s'il m'a mis là, c'est effectivement pas pour rien. Maintenant, comment je tourne ça en quelque chose de positif et de beau. Tu vois, D'accord. c'est vraiment tout de suite comme ça, de la manière dont j'ai envisagé la chose. Au départ, je voulais pas témoigner dans les médias. Ok. Et j'ai accepté finalement de le faire parce que je me suis dit ça. Parce que je me suis dit, en fait, effectivement, si j'ai été là à ce moment précis, c'est peut-être déjà parce que le Seigneur a voulu, mais aussi peut-être parce qu'il veut que je fasse quelque chose d'autre derrière. Ok. Et en fait, ça, je me souviens très bien d'une discussion avec un ami journaliste le soir même de l'attaque. Je partageais mes doutes, je lui racontais donc ce qui se passait au niveau de mon téléphone portable, c'est-à-dire les sollicitations toutes les 30 secondes de tout journaliste qui me tombaient dessus. Ils disaient comment je réagis face à ça, qu'est-ce que je fais, est-ce que je leur réponds, est-ce que je leur réponds pas. Et cet ami journaliste, qui est aussi catholique, m'a dit Henri, t'as pas compris, la question c'est pas de savoir si tu vas parler ou non dans les médias, la question c'est quel est ton message. Maintenant, quel est ton message? Qu'est-ce que tu as au fond du cœur? Qu'est-ce que tu veux faire passer comme message? Ouais. Et donc c'est là où j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit ok, ouais, peut-être qu'effectivement c'est une fenêtre ouverte sur le monde médiatique que je peux utiliser pour faire passer un message qui me dépasse, qui nous dépasse et qui, pardonne-moi l'expression, remet l'église au centre du village. Bien sûr. Donc en fait, c'est l'idée de dire en fait ce qui est important, c'est pas tant l'attaque au couteau en tant que telle, c'est maintenant qu'est-ce qu'on en fait, comment on s'en nourrit pour aller de l'avant, pour aller vers quelque chose de plus grand. Et c'est pour ça que j'ai agi comme chaque Français devrait agir à partir du moment où il se nourrit de ce qu'il y a de plus grand et de plus beau. Et ça fait le lien un peu avec... J'ai une toute petite dernière question, mais qui est plus anecdotique qu'autre chose, parce que c'est aussi un sujet qui me parle beaucoup. Alors les gens qui suivent cette chaîne savent, parce que j'en parle énormément. Mais comment tu as vécu la médiatisation? Parce qu'en fait, on est beaucoup Enfin, t'es 98? Ouais, 98. Moi aussi, ouais. Beau cru. Meilleure génération. Meilleure génération. mais comment tu réagis à cette médiatisation très vite? En fait, tu passes de... tu m'avais dit 10-12 000 abonnés. Ouais, je passe avant. de 12 000 abonnés à 130 000 en 3 jours. C'est ça. Donc, comment tu réagis? Est-ce que tu sens que parfois tu peux perdre pied? Est-ce que tu restes... Et d'ailleurs, tu vas rester fidèle à ton objectif, puisque tu vas continuer ton Tour de France des cathédrales juste avec une gigantesque audience en plus. Comment tu gères cette médiatisation si soudaine? Ouais, une gigantesque audience en plus et le soutien de Canal derrière aussi. Oui, bien sûr. Donc ça change. Ouais. Et ben écoute, bonne question. Je pense qu'il y a une histoire de tempérament. Je pense que j'ai un tempérament où, en fait, profondément, je m'en fiche un peu. Ouais. C'est pas quelque chose qui m'atteint trop. Je suis pas du genre à être impressionné par le statut des gens. Par l'aspect social des choses. C'est pas quelque chose qui m'impressionne beaucoup. Ok. Je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec un gars qui m'avait accueilli aussi sur mon Tour de France des cathédrales. C'est en mode waouh, t'as rencontré Macron, waouh, t'as rencontré Macron, qu'est-ce que ça fait rencontrer Macron? Objectivement, ça me fait rien du tout. Ouais. Ça me fait ni chaud ni froid. Et donc, je pense qu'il y a une question de tempérament, il y a une question d'être bien entouré, d'avoir des amis présents. Et pour le coup, je suis vraiment verni. J'ai vraiment des amis exceptionnels. Ils ont tout de suite été présents, ils m'ont tout de suite appelé, tout de suite les groupes d'amis se sont resserrés, il y a eu un soutien qui a été apporté immédiat, qui a été extraordinaire. Ma famille aussi. Ma mère qui comprend
tout de suite ce qui se passe dans ma tête, qui tout de suite me propose un suivi psychologique avec une de ses amies qui est experte dans les traumatismes, machin, etc. Enfin bref, c'est super. Et il y a une question... comment dire ? Je pense qu'il y a une question aussi un peu spirituelle de, en fait, finalement, tout ça, c'est pas dû à moi, déjà. Dans tout ça, je suis pas grand-chose. Je suis un outil. Je me suis juste retrouvé là au bon moment, au bon endroit. Mais ça aurait pu ne pas être moi. Ouais. Tu vois ? Donc, en fait, vouloir rester juste à sa place et se dire sans cesse, moi j'ai tout le temps ça dans la tête, sans cesse me dire qu'est-ce que je sers ? Quel est le message que je fais passer ? Est-ce que je suis en train de me servir moi ou est-ce que je suis en train de servir quelque chose de plus grand ? Est-ce que mon objectif c'est de rendre profondément service aux gens en leur faisant réaliser qu'on doit rêver grand et haut pour agir grand et haut ? Parce que si on veut reconstruire quelque chose, au bout d'un moment, il va falloir qu'on se mette dans les dispositions intérieures pour, tu vois. Et moi c'est ça qui m'intéresse, c'est que les gens soient dans les dispositions intérieures pour. Ouais. Donc si je le suis pas moi-même, Bien sûr. tu vois. Ça fait, Donc déjà je pense qu'il y a une question de tempérament. Mais de toute manière, je l'ai mal vécu. La méditation. C'est vrai ? Oui. Ok, pourquoi ? Mec, du jour au lendemain, il y a ta vie qui change. Du jour au lendemain, tu traverses la rue, t'es applaudi, les gens viennent te voir. Tu changes d'univers social aussi. J'ai eu toute la France au téléphone. Quand j'ai eu toute la France au téléphone, j'ai eu toute la France au téléphone. C'est des gens, tu peux... Bref, tous ceux que tu peux imaginer, je les ai eu au téléphone. Et en fait, du jour au lendemain, tu passes du pèlerin anonyme des cathédrales qui doit toquer 50 fois par jour à la porte des gens pour avoir un lit et un dîner, à je suis ultra sollicité et les gens se battent pour m'avoir chez eux. Tu vois ? Ouais, bien sûr, ouais. Donc, c'est difficile d'avoir un œil objectif sur sa propre valeur après ça. Ouais, et puis il y a le syndrome de l'imposteur derrière aussi. Bien sûr. Mais finalement, je le mérite pas ça. Ouais. Tu vois ? Donc il y a eu l'attaque au couteau d'Annecy. Il y a eu donc le traumatisme dû à l'attaque en tant que telle, mais qui a été géré, ça en réalité, assez rapidement, grâce à des techniques psychologiques établies qui fonctionnent très bien, machin, etc. Et après ça, je suis rentré dans un tunnel mental où je me suis mis en mode, ok, là c'est un sprint sur 6 mois jusqu'à la fin de l'aventure, et tu vas gérer ton aventure, visiter toutes les cathédrales, gérer les réseaux et gérer Canal+, faire tes documentaires. Après, on voit. Donc j'ai fait tout ça. Je suis arrivé à Noël, rentré chez mes parents, j'ai fait une énorme teuf avec 90 copains à la maison, machin, etc. C'était trop bien pour le 31. Après, là, j'ai repris une vie sédentaire à Paris. Et là, ça a été très difficile. Ouais. Quand la pression est retombée. Oui, quand j'ai repris une vie sédentaire, quand la pression est retombée, quand j'ai dû me retrouver une place dans la société, en fait. Ok. Tu vois. Et là, j'ai eu à gérer un syndrome post-traumatique et un syndrome post-traumatique dû à la médiatisation très fort. C'est vrai. Oui. Peut-être plus qu'à l'attaque. Beaucoup plus difficile que juste après l'attaque. Ok. Oui. Parce que en plus, couplé à de la solitude, couplé à plein de trucs. Ouais. Où c'est délicat un peu de remettre pied, bien sûr. Et en fait, tu vois, mais ça, je pense que tu vas très vite comprendre ce que je veux dire par là, parce que tu vis la même chose. À partir du moment aussi où tu deviens une figure publique et où tu commences à dire des choses et donc à engager une partie, où tu t'engages en fait pleinement dans des opinions sur la place publique et en fait t'es envisagé socialement vis-à-vis de tes opinions, il y a obligatoirement une forme de solitude qui se met en place. Une solitude sociale. Bien sûr. Et où tu peux très vite ne plus être compris à la fois par certains de tes amis, par certains membres de ta famille, mais aussi par le grand public. Et on te demande des comptes. Tu vois, et ça implique une solitude qui est immense. Ouais. Et quand tu... Je dis pas ça du tout pour nous plaindre ou quoi que ce soit. Bien sûr. Mais je dis ça en fait juste aussi pour que les gens s'en rendent compte et parce qu'en fait, au bout d'un moment, il faut aussi pouvoir se le dire. Cette solitude-là est à la fois une arme pour nous, parce qu'elle nous engage à être extrêmement exigeants avec nous-mêmes, mais d'un autre côté, c'est un véritable danger, parce que tu peux vriller 1000 fois plus vite. Ouais, bien sûr. Et ça, je pense que tu le ressens très bien. Je vois très bien. Et puis, en fait, c'est aussi un choix qui est fait contre la tranquillité de vie. Oui. Tu vois.
Alors toi, c'est pas vraiment un choix parce qu'en fait, c'est un truc que t'as subi, mais en fait, Oui, alors c'est les deux en même temps pour c'est moi. les deux en même temps parce que Je l'ai derrière, subi, mais après je l'ai amplifié, je l'ai C'est ça. accepté et je l'ai voulu. c'est ça, bien sûr. Mais c'est aussi il n'en demeure pas moins que tu fais une croix sur une tranquillité de vie. Et cette tranquillité de vie est un objectif pour beaucoup de gens. Donc beaucoup de gens ne comprennent pas Oui. pourquoi on fait ces choix-là. Ils comprennent pas qu'on a une vérité qui nous dépasse, qu'on a quelque chose qu'on veut défendre qui nous dépasse. Alors tous les deux, c'est la France. De manière parfois un peu différente, mais on a tous les deux une idée de la France qui nous transcende. Et effectivement, parfois, tu peux te retrouver tout seul chez toi, y compris quand tu as, je sais pas, moi je dois avoir 200 000 abonnés, Ouais. et 300 si on compte tous les réseaux, mais y compris quand tu as cette masse de personnes qui t'aiment bien, qui sont affectueux avec toi, tu peux te retrouver incompris par ceux que tu aimerais. Tu vois ce que je veux dire? Tu as une masse informe et tu as des personnes incarnées qui ne te comprennent plus. Tu vois, parce que tu as fait un choix contre la tranquillité pour servir des valeurs qui te dépassent. Et ça, c'est difficile à exprimer auprès des gens. Parce que les gens ne comprennent pas, parce qu'ils se disent « Attends, mais tu as beaucoup d'abonnés, c'est trop cool, c'est trop bien, les gens te Ouais. reconnaissent dans la rue et tout. » Mais ça peut être parfois un choix qui est un peu dur. Je rebondis juste à ce que tu disais tout à l'heure, parce que c'est la suite de notre entretien. On arrive bientôt au terme de cet entretien. T'as dit une fois, alors ça c'est pour moi ça m'a fait écho. La France a du mal à s'aimer. Et Ouais. qui de mieux que celui qui a fait un pèlerinage des cathédrales pour le dire, tu vois. La France Ouais, a du ouais. mal à s'aimer. Et comment tu ferais le lien entre cette France qui s'aime pas et cette France qui ne croit plus en Dieu? Parce que moi, c'est un lien que je fais assez naturellement. C'est qu'en fait, si on n'a pas de transcendance, on va avoir du mal à s'aimer et à se considérer même carrément, j'ai envie de te dire. Alors, c'est une question qui est trop belle. Je suis hyper content que tu me la poses. Mais effectivement, moi, c'est. Alors, ça, je sais plus dans quel contexte je l'ai dit, mais je me souviens que c'était une grosse réflexion que je m'étais faite et que j'avais cherché à formaliser par écrit aussi. Du coup, après mon tour de France des cathédrales et en ayant voulu exprimer un certain. Enfin, quelque chose d'assez intuitif que j'avais ressenti Ouais, en termes de. Donc là, en disant ça, j'essaye de mettre des mots sur une perception de quelque ouais, chose. Donc je vais essayer de mettre des arguments rationnels derrière tout ça. C'est mon analyse, et elle m'appartient, et il y a certainement carrément. d'autres analyses, mais je trouve qu'elle a son intérêt quand même. En fait, pour moi, la France est un pays qui a du mal à s'aimer. Les Français sont un peuple qui a du mal à s'aimer parce que nous sommes un pays et un peuple qui a reçu un appel particulier à la grandeur, qui très implicitement le sait parfaitement, qui aujourd'hui n'en est pas à la hauteur et qui du coup complexe énormément. Ça, c'est la vision un peu sociale du truc. Ouais, bien sûr. Et en fait, si tu veux, sur plein de domaines, on pourrait illustrer ça sur plein de domaines, mais les Français, il y a un génie politique, militaire, artistique, d'ingéniosité qui est particulier en France. On est un peuple d'entrepreneurs, un peuple d'aventuriers, profondément un peuple d'aventuriers, d'entrepreneurs. On a un peuple de gens qui n'avons pas froid aux yeux. Sur le fond, une énergie folle d'accomplir des choses. Et il y a une espèce de chape de béton qui étouffe cet esprit-là et qui nous force, ou en tout cas qui ne nous pousse pas à nous dépasser, qui aujourd'hui nous rend médiocres. Et cette médiocrité, au fond de nous insupporte. Nous insupporte. Et on ne se supporte pas parce qu'on est médiocre alors qu'on sait qu'on est capable de plus. Et qu'on a des témoignages de cette grandeur. Et on a des témoignages, exactement. Et en fait, toute notre histoire, tout notre pays, tout notre territoire, tout notre patrimoine nous crie cette médiocrité au visage. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on n'arrive plus à être à la hauteur de ce qu'on a reçu. Ouais. Tu vois ? Et je trouve que c'est un vrai complexe français. Et ça... Et c'est pour ça que les Français sont des râleurs aussi. Ouais. Et c'est pour ça que généralement, je dis ça aussi dans une interview, je dis les Français sont des râleurs parce qu'en fait, on se sait médiocre, on ne se supporte pas médiocre. Ouais. Et donc on râle, en fait, mais on râle contre nous-mêmes. Bien sûr. Tu vois ? Ouais. Mais en fait, je pense que la raison profonde de ça, c'est une blessure intime qui est gigantesque et qui, effectivement, par rapport à ta question, fait le lien avec la question de la foi et de la spiritualité. Nous avons une histoire tragique sur ce sujet en France. Alors là, qu'on soit d'accord ou pas avec cette analyse,
qu'on soit d'accord ou pas d'ailleurs avec la religion catholique, qu'on ait la foi ou pas, je pense que cette analyse est intéressante parce que c'est une véritable blessure malgré tout. Quand tu as un pays qui, dans son essence, est l'incarnation de la chrétienté en Occident, et que cette chrétienté a de fait dominé le monde, rayonné dans le monde entier, que ce soit à travers un art religieux, comme une de ses formes, l'art gothique, un rayonnement militaire, avec l'Empire français, ces différentes manifestations, les croisades, tout ça, avec un génie politique, Louis XIV, Napoléon, le Code civil, toutes ces choses-là, un génie artistique, enfin plein de choses, et que donc, attends, je me suis paumé dans ma réflexion là. Non, mais juste, il faut que je prenne. Je suis d'accord. Je rebondis juste. Je fais une petite parenthèse. Je suis d'accord avec cette idée-là, et je pense qu'elle est sous-estimée aujourd'hui. C'est que on est confronté à la grandeur de nos ancêtres, puisqu'on est descendant d'eux, et on est aujourd'hui ramené à de la médiocrité en permanence. Et je pense que c'est contre cette médiocrité-là qu'on se soulève quand on dit qu'on est aigri, quand on dit qu'on est râleur. On se soulève là contre notre propre médiocrité. Mais c'est là où je trouve que il faudrait aller plus loin dans la réflexion, c'est comment sortir de cette médiocrité-là. Exactement, et c'est là, je viens de retrouver ce que je voulais dire, et c'est là où effectivement il faut faire un lien avec la question de la foi et de la spiritualité, parce que il y a une rupture fondamentale dans l'histoire de notre pays qui est, dont son incarnation socialement et politiquement est la Révolution française, mais cette rupture-là, c'est le refus à la fois philosophique, anthropologique, social et politique d'une transcendance, c'est-à-dire de quelque chose qui nous dépasse, qu'on reçoit comme un engagement pour nous dépasser nous-mêmes, tu vois. Qui nous oblige. Exactement, et c'est tout le sens du sacre du roi de France. C'est le fait qu'il reçoit son autorité, sa légitimité politique, non pas comme le veut Rousseau ou Voltaire, en disant c'est le peuple qui a décidé que, non. Il y a une forme de reconnaissance populaire, souveraine, dans le sens populaire du terme, de l'autorité politique, mais le roi de France reçoit surtout son autorité d'en haut, et c'est parce qu'il reçoit l'autorité d'en haut qu'il est engagé à agir en grand. Alors que la Révolution française arrive, issue de 150 ans de philosophie des Lumières et d'infusion de cette philosophie dans la mentalité des gens, etc. Les droits de l'homme, il n'y a que l'homme individu qui est souverain, et il délègue une partie de sa souveraineté au pouvoir politique, et donc le pouvoir politique est légitime parce que un amas d'individus s'est rassemblé pour lui déléguer une partie de cette souveraineté. Alors ça déjà, Rousseau le décrit comme une fiction, c'est une fiction politique. Mais en fait, ça implique quoi ? Ça implique qu'il y a une rupture fondamentale avec toute forme de transcendance. Sauf qu'en fait, en France, on a besoin de transcendance. On a un peuple, c'est pour ça qu'on est sans cesse à la recherche de ce qu'on appelle l'homme providentiel, tu vois. Parce qu'en fait, c'est dans notre nature de Français. Non, mais c'est vrai. C'est nature. On est sans cesse en train de rechercher cette transcendance. On est sans cesse en train de se dire où est l'appel particulier d'en haut qui me force à ne pas être une merde. Tu vois ? Et comme il n'y a plus ça, et comme aujourd'hui, c'est juste à une somme de volonté propre, et souvent d'ailleurs contradictoire, qui décide de ce que le pouvoir politique va faire. En fait, aujourd'hui, le pouvoir politique n'est plus qu'un arbitre qui doit simplement arbitrer entre des volontés particulières. Donc ça, c'est la guerre des dieux de Hobbes. C'est moi, président de la République, je vais décider que la vérité est là où il y a la majorité. C'est-à-dire, en fait, la vérité est là où la majorité des gens sont plus ou moins d'accord. Parce qu'en fait, c'est pas ça la politique. La politique, c'est d'abord définir un idéal, c'est-à-dire définir une vision de là où on veut aller, parce que cette vision relève d'une transcendance qui nous oblige et qui nous soude en tant que communauté. Tu vois ? Non, mais c'est très juste. Et c'est uniquement à partir de cette vision-là qu'un chef peut chefer. Oui.
tu vois. Oui. Parce qu'en fait, il dit aux gens, en fait, écoutez, ce que je vous propose, c'est pas simplement de prendre la décision de la majorité, c'est non, il y a une vision auquel tout le monde peut se raccrocher, et cette vision-là nous dirige dans l'action. C'est Tu vois très très juste. Et alors, du coup, ça m'emmène à mon avant-dernière question. Tu verras que la dernière va te parler. Est-ce que nous ne sommes pas, en tant que Français, et je précise en tant que Français parce que les autres peuples, les autres pays, c'est peut-être un peu moins le cas, peut-être l'Espagne, c'est aussi le cas, mais est-ce que en tant que Français, nous ne sommes pas, entre guillemets, obligés ou en tout cas enclins à renouer avec une forme de spiritualité chrétienne pour redevenir grand? On y est, je vais presque envie de te dire, on y est presque condamné. Ouais. On y est presque condamné. Alors, je suis sûr, il y a des gens qui sont surpris de m'entendre dire ça, mais... Non, mais c'est... mais, En fait, c'est quelque part, chaque patriote ou nationaliste qui se respecte, ou quelqu'un qui aime son pays et aime la grandeur de son pays, aime en fait une manifestation du christianisme dans son pays. J'ai l'impression en tout cas. ouais, alors c'est pour ça d'ailleurs que je n'aime pas du tout les termes de nationaliste et de patriote. Alors patriote un peu plus quand même, mais nationaliste, je trouve que c'est trop réducteur en réalité. Bon bref, c'est un autre sujet. Mais oui, en fait, je pense que en fait, c'est même pas c'est même pas un discours idéologique ce que j'ai là. C'est juste en fait reconnaître ce qui est. Et en fait, je vais te prendre un exemple très simple. Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a un incendie dramatique dont on peut débattre sans fin sur la cause, l'origine, etc. C'est même pas le sujet. On a l'incendie. Donc, et cet incendie nous fait goûter du doigt, nous fait toucher du doigt à quelque chose de fondamental et qu'on avait oublié, c'est que Notre-Dame de Paris est un symbole profond de quelque chose qui nous dépasse. Et ça, c'était universel, unanime. Il n'y a pas eu un seul débat sur le sujet. Quand Notre-Dame de Paris a failli s'effondrer, tout le monde a pleuré. Tout le monde a pleuré, sauf ceux qui haïssent profondément la France. Mais ça, on ne parle pas d'eux. Tous ceux qui, un tant soit peu, sont attachés à notre pays et un tant soit peu qui sont attachés au beau ou sensibles au beau, ont pleuré ce jour-là. Pourquoi ? Parce qu'en goûtant à la presque destruction de Notre-Dame de Paris, on s'est rappelé qu'elle était fondamentale. Pourquoi elle est fondamentale ? Parce qu'elle nous dépasse tous par sa nature transcendantale. C'est une cathédrale. Une cathédrale, c'est quoi ? C'est le lieu où vient s'incarner le spirituel et le religieux par excellence. C'est le lieu où Dieu est réellement présent auprès des hommes. La mentalité du Moyen-Âge, quand on construit une cathédrale, c'est il y a une porte pour faire entrer tout le monde, le roi et le gueux rentrent par la même porte. Et tout le monde est égal en dignité devant Dieu. C'est ça la mentalité d'une cathédrale. Et en fait, c'est cette transcendance-là qu'on avait oubliée et que l'incendie nous a rappelé. Il a fallu reconstruire. Et je pense que objectivement, Macron a très bien agi dans cette situation-là. Et je pense que c'est un des peut-être seuls moments de tous ces deux quinquennats où il a vraiment agi, peut-être d'ailleurs malgré lui, comme un véritable chef. C'est-à-dire qu'il a senti qu'il y avait là quelque chose de fondamental, il a annulé tout ce qu'il avait à faire pour être sur place, être solidaire de ce qui se passait et pour rappeler la nature fondamentale de l'édifice. Et tout de suite, pour engager et réunir tout le monde sur une vision commune qui est, en fait, on va reconstruire Notre-Dame de Paris et on va reconstruire dans un délai limité 5 ans. Pourquoi ? Parce que c'est nécessaire pour nous. C'est nécessaire pour nous. C'est indispensable pour nous. Et que si on ne le fait pas, moi, Emmanuel Macron, j'aurais raté quelque chose et nous, Français, on aura raté quelque chose de fondamental. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a choisi le général Georgelin, qui malheureusement est décédé en randonnée pendant la période des travaux, mais qui a compris ça aussi et qui a dit non seulement on va reconstruire à l'identique, mais en plus on va en faire un chantier exemple, un chantier par excellence de ce qu'il y a de plus français, c'est-à-dire on va s'affranchir de toutes les règles. Notre-Dame de Paris a pu se reconstruire en 5 ans dans des conditions extraordinaires. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une loi d'exception qui est passée pour s'affranchir de beaucoup de normes imposées par l'État français elle-même et par l'Union européenne dans ce genre de... Tu vois ? Donc, le français est génial quand il s'affranchit des règles.
Dans ce cas-là, on s'est affranchi de toutes les règles et on a reconstruit en 5 ans dans des conditions extraordinaires. Et aujourd'hui, la cathédrale est extraordinaire. Et donc, en fait, Notre-Dame de Paris, c'est l'incarnation de tout ce que j'essaye de démontrer depuis tout à l'heure. C'est quelque chose de transcendantal qui nous dépasse, qui a été mis en danger. Et tout le monde, tout de suite, s'est remobilisé, en s'affranchissant de toutes les règles. Pourquoi ? Pour reconstruire ce qui était transcendantal, ce qui nous dépassait et ce qui nous réunit parce qu'il nous dépasse, tu vois. Parce qu'il nous dépasse. Et c'est intéressant aussi de se rendre compte qu'au moment de l'incendie de Notre-Dame de Paris, surtout dans une ville comme Paris, qui est vraiment très loin de considérations spirituelles pour la plupart des Parisiens, qui est extrêmement consumériste, postmoderne à beaucoup de points de vue, qui en fait se souvient au moment de l'incendie, donc dans des moments dramatiques, se souvient qu'elle vient de quelque part. Et qu'elle vient du christianisme, qu'elle a une origine, qu'elle n'est pas née au moment de sa naissance et morte au moment de qu'il y a quelque chose, qu'elle s'inscrit dans le temps long. Et moi, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est que même les gens les moins chrétiens que je connaissais, moi, je n'étais pas chrétien à l'époque, mais même les gens les moins chrétiens que je connaissais me disaient, ça m'a fait quelque chose, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que toi, ça a joué un rôle dans ta conversion ? Alors, ça a joué un rôle dans mon premier contact avec la religion chrétienne, religion catholique. Parce que moi, j'étais extrêmement nationaliste plus jeune. Donc j'étais très attaché, encore une fois, j'avais pas fait la jonction avec le christianisme, mais j'étais très attaché à la France. Et ça m'a effectivement fait quelque chose parce que je me suis dit, il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là, chez les Français et chez moi particulièrement, c'est que quelque chose c'est la première fois que je ne comprenais pas un sentiment qui m'arrivait. J'ai toujours beaucoup rationalisé ce qui m'arrivait. Dans les sentiments, je me disais, ok, ça c'est la solitude, ok, là c'est parce que je suis triste, là c'est parce que là ça me fait chier parce que je suis français et que j'aime pas qu'on salisse la France. Mais là, c'était incompréhensible. Ça me rendait triste alors que je ne... Et tu comprenais pas pourquoi. Et je comprenais pas pourquoi. Et aujourd'hui, est-ce que tu comprends pourquoi ? Je comprends tout à fait. Parce qu'en fait, la religion s'incarne, la religion catholique s'incarne, le français catholique s'incarne dans des lieux. C'est une espèce de lieu de mémoire, comme dirait Pierre Nora. Ce lieu de mémoire-là était en train de brûler. Et en fait, ça faisait écho aussi à une situation en fait, je trouvais que c'était une belle métaphore de ce qui arrivait à la France. On regardait, parce que je ne sais pas si tu vois les images, c'est quand même assez fort, tous les gens sur le pont qui regardent Notre-Dame brûler et qui sont comme impuissants face à cet incendie. Et je trouvais que la métaphore était tellement belle vis-à-vis de notre pays. On regardait, depuis 20 ou 30 ans, on regardait notre pays sous le feu. Et dans la description. En réalité, depuis plus longtemps. Depuis 1789. Hein. Mais on voit notre pays qui s'effondre et on ne sait pas quoi faire. Mais on sait que c'est le nôtre. Tu vois, et ben là, c'était pareil. On sait que c'était Notre-Dame, et puis le nom porte bien son nom, mais on sait que c'est Notre-Dame qui brûle et on ne sait pas quoi faire, mais on sait que ça nous touche. Mais je vais continuer ta réflexion. Elle est géniale, ta réflexion, et je me permets de la continuer. Du coup, on regarde qu'est-ce qui s'est passé après. En fait, on s'est redécouvert puissant. C'est justement. On s'est redécouvert puissant à travers la force de nos artisans, à travers la force d'un général qui porte le projet à bras-le-corps et qui envoie se faire foutre, formellement parlant, puisqu'il a dit texto « allez vous faire foutre » ou un truc comme ça, à tous les architectes qui voulaient reconstruire autrement, etc. Mais d'une mentalité aussi, d'artiste, etc. Et on s'est redécouvert puissant, on s'est redécouvert capable de construire ou de reconstruire quelque chose de beau qui a du sens, qui nous dépasse à la fois dans le temps, mais aussi dans l'espace. Ouais. Pour moi, tu vois, c'est une cathédrale, c'est ça. C'est une cathédrale, pour moi, en France, c'est par excellence une œuvre de civilisation. C'est-à-dire un cadeau transmis dans le temps long. Pardon, excuse-moi, c'est plus précis. Je vais reprendre mon expression. C'est une cathédrale, c'est une œuvre de civilisation parce que c'est un repère dans le temps et dans l'espace, transmis comme un cadeau dans le temps long par nos ancêtres. Ouais. Tu vois ? Et Notre-Dame de Paris, on l'a reçue, elle a brûlé, on l'a reconstruite, on la transmet. Ouais. Et en fait, c'est profondément cet acte de transmission qui fait qu'on est puissant. C'est parce qu'on transmet qu'on est puissant. Parce que c'est parce que tu transmets que tu construis quelque chose qui va durer. Ouais. Tu vois ? Et c'est pour ça qu'il faut se battre sur des sujets
qui semblent peut-être inutiles, mais qui en réalité sont fondamentaux, comme la beauté dans notre quotidien. La beauté dans l'architecture du quotidien, la beauté comme dans toutes ces petites choses, tu vois. Là, on est dans un studio pas très loin de la Tour Montparnasse. Ouais. Et la Tour Montparnasse, c'est horrible. C'est affreux. C'est affreux. Tu vois, y a pas de, c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps, si tu veux. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon avis. Il y en a d'autres qui auront peut-être un autre avis, mais moi, c'est mon avis. Je trouve que la Tour Montparnasse, c'est un truc purement fonctionnel, construit pour impressionner, certes, mais purement fonctionnel pour être utile et rentable, et c'est tout. Et tu n'as pas cherché la véritable beauté derrière, tu n'as pas cherché à l'envisager comme une œuvre de civilisation, c'est-à-dire quelque chose qui va faire d'abord du bien à l'âme. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et en fait, c'est ça, on se redécouvre, nous, Français puissants, quand on parle directement à l'âme. Ouais. Et c'est ça qu'il faut faire. Et en fait, c'est pareil en politique. On restera impuissant, on restera incapable de faire profondément face aux crises, qu'elles soient économiques, sociales, politiques, écologiques, tout ce que tu veux, si tu ne gères que des choses... si tu ne te projettes que sur des choses contingentes, c'est-à-dire que sur des choses du moment. Et si tu es incapable d'avoir une vision qui porte sur le discours avec l'âme, tu es incapable de prendre des décisions de long terme. Ouais. Donc tu t'en sortiras jamais. Ouais. C'est un des problèmes d'ailleurs, je pense, que de la vie politique et publique. Et je pense que c'est l'aporie, philosophie. C'est l'aporie de notre temps politique, c'est justement précisément le temps court. Ouais. C'est le temps court et la détranscendant le fait qu'on soit plus transcendé, quoi. Ouais. Le fait Qu'il y ait plus de transcendance. qu'on ne parle qu'à notre esprit rationnel, à notre cerveau un peu primaire sur des trucs du quotidien, et qu'en fait on nous a habitués à la médiocrité, au moche. Et en fait, quand on va commencer, et je pense qu'on n'en est pas loin, parce qu'il y a cet appel-là, tout à l'heure on en parlait en tête des baptêmes, quand on va commencer à reprendre goût à faire du beau, à produire du beau, pour nous, mais aussi pour ceux qui nous précéderont, qui nous ont précédés dans l'histoire et ceux qui suivront, quand on va recommencer à avoir ce temps long comme direction dans la vie, je pense on recommencera à être français et des Français, alors t'aimes pas le terme nationalisme, mais des Français patriotes et surtout enthousiastes. Ma dernière question, elle est liée évidemment, c'est que tu vois... J'ai tellement envie de rebondir sur ce que tu viens de dire, mais... tente d'y répondre et tu vas pouvoir. Okay. Parce qu'en fait, à chaque entretien que je fais, alors j'ai fait des entretiens avec des économistes, des philosophes, des hommes politiques, mais j'ai toujours une seule question à la fin. La dernière question, c'est, imaginons, t'es en dédicace, alors on sait que t'as un livre, imaginons t'es en dédicace et un jeune homme ou une jeune femme vient te voir et elle te dit « La situation du pays me rend triste ». Et elle l'est fondamentalement. Et c'est un vrai postulat. On en croise beaucoup. Ouais. Elle dit « Je suis triste, je me sens pas bien, j'y arrive plus, c'est trop dur, le pays va trop mal, ou alors je vais trop mal moi dans ma vie. » Qu'est-ce que tu lui dis ? Que c'est normal, déjà, qu'elle éprouve cette tristesse. C'est normal qu'elle éprouve cette tristesse, et tant mieux qu'elle éprouve cette tristesse. Parce que si elle éprouve cette tristesse, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose au fond de cette personne qui refuse d'y croire, qui refuse d'accepter la situation, tu vois, qui refuse de se soumettre d'une certaine manière. J'ai l'occasion de discuter avec pas mal de gros entrepreneurs en France. Et tu sais, il y a eu un article du Figaro récemment qui est sorti sur la fuite des entrepreneurs, des millionnaires qui quittent la France, etc. Et pour discuter avec avec quelques-uns de ce genre de personnages, pas forcément millionnaires, mais en tout cas qui sont souvent des leaders économiques, ils disent ça tient à ça que je quitte la France. Que je quitte la France. Tellement c'est devenu impossible, invivable, qu'il n'y a plus d'espoir, machin, etc. Je dirais que justement, et là je reprendrai une formule de Bernanos, l'espérance arrive une fois que tu surmontes le désespoir. Donc il faut effectivement éprouver du désespoir, mais c'est quand tu vas au-delà du désespoir que vient l'espérance. Une deuxième chose que je dirais, c'est le français est particulièrement bon quand il a les pieds dans la merde. C'est pas pour rien que le coq est notre symbole national, tu vois.
tu regardes un peu notre histoire, dans toutes les périodes de notre histoire, on a vécu des situations de crise fondamentales. Et honnêtement, ce qu'on vit aujourd'hui par rapport à d'autres situations en France, ça va. Tu prends la guerre de 100 ans, c'était quand même carrément la merde aussi. Le territoire qui est amputé aux Anglais. Il y a plein d'autres situations où on aurait pu se tirer une balle aussi, Bien tu sûr. vois, à l'époque, bon, s'il n'y avait pas encore la main à feu, mais t'as capté l'idée. Mais donc, et à chaque fois, on s'en est sorti. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, on a été capable de se recentrer sur l'essentiel. Mais peut-être que le défi particulier de notre époque, c'est justement de réincarner cette transcendance dont on parle depuis tout à l'heure. C'est réincarner une vision commune, réincarner un idéal, retrouver la véritable vocation de notre pays. Et pour moi, cette vocation, elle se retrouve particulièrement dans les cathédrales. Voilà, c'est pour ça que j'insiste tant sur les cathédrales et leurs messages, pourquoi j'ai tant à cœur de transmettre leur beauté et qu'aujourd'hui, je fais mon travail d'influence à travers ma chaîne YouTube, etc. Que je viens de lancer d'ailleurs. Je vous mets le lien dans la description. Et pour... c'est vraiment mon travail de fond. C'est à travers le patrimoine, je veux en fait vous montrer un message, une vocation que nos ancêtres nous ont construit et que nos ancêtres nous ont transmis et dont il est indispensable aujourd'hui de se nourrir et de réincarner. Parce que c'est uniquement comme ça qu'on pourra s'en sortir. Donc à cette personne qui me dit « j'ai mal à ma France », tout ça, je lui dis « ok, super, c'est chouette. Continue d'avoir mal parce que c'est ce qui va nourrir ton action, mais maintenant relève la tête, fixe les flèches des cathédrales, regarde la direction qu'elles sont en train de nous donner, elle est là ta solution. Elle est là ta solution. Et c'est parce qu'il y a un Français là, un Français là, un Français là, un Français là, qui se disent « ok, je vais relever la tête, je vais dépasser mon désespoir et je vais commencer à me nourrir d'espérance et que du coup je vais inscrire toutes mes petites actions du quotidien dans cette dimension-là », tous ces gens vont un jour se retrouver, d'ailleurs il y en a beaucoup qui se retrouvent aujourd'hui, tous ces gens-là vont un jour se retrouver, réussir à souffler sur des petites braises qui existent encore, qui va devenir un feu dévorant et à la fin on va gagner. Et je suis désolé, on a déjà gagné. Merci beaucoup Henri. Je t'en prie Georges. Merci pour ton témoignage. Merci à tous d'avoir suivi. Alors, je peux dire juste une dernière petite chose. Carrément, c'est ton moment. Donc j'ai lancé ma chaîne YouTube donc par rapport au patrimoine là récemment. En parler. Et pour m'aider à lancer ma chaîne YouTube, j'ai lancé aussi une campagne de dons. Ouais. Mais c'est le moment. Et donc voilà, donc je cherche. Si vous avez envie de soutenir mon travail, voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne YouTube, à vous abonner et puis. Super. Je vous mets tous les liens dans la description, lien pour faire des dons à Henri, lien de sa chaîne YouTube aussi, peut-être lien de ton bouquin. Oui, chez Fayard. Chez Fayard. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne de Georges. Très important pour le référencement. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Levez les yeux, le monde est beau. Time!